Marion Maréchal Le Pen, le Front National est-il en train de tirer profit du climat sécuritaire provoqué par les attentats ? Vous avez vu les derniers sondages, Marion Maréchal Le Pen. Le FN serait en situation de l'emporter en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, selon notre enquête Ipsos Sopra Steria pour France Info et France 3. Je vous donne rapidement les chiffres. Marine Le Pen, votre tante, est à 40% au premier tour, 14 points devant Xavier Bertrand. Elle l'emporterait au deuxième. Le même institut vous a donné dimanche dernier gagnante en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Alors, ce sont des intentions de vote, bien sûr. Y voyez-vous, Marion Maréchal Le Pen, un lien avec les attentats du 13 novembre? Alors déjà, je précise qu'il n'y a pas de rupture dans ces sondages. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui existait déjà et qui a été énorme, qui est confirmée en effet. J'aime pas trop dire que l'on en profite parce que ce serait extrêmement cynique Du climat. ou même opportuniste, alors qu'en réalité, nous n'avons pas modifié ou adapté notre discours au vu des circonstances. Mais aujourd'hui, il faut quand même admettre une chose. Qui est le parti qui, depuis des années, alerte et se positionne contre l'islamisme? Qui est le parti qui prône la tolérance zéro? Qui est le parti qui défend la fermeture et le contrôle des frontières? C'est le Front National. Donc par effet mécanique, évidemment, et vu le principe de réalité, nous sommes crédibilisés, de fait. Donc je pense qu'en effet, ça peut certainement faire bouger une partie de l'électorat qui n'était pas tout à fait décidé, en particulier à droite, pour venir vers nous. Vous voulez dire que votre discours fait écho dans la population parce qu'après tout, aucun parti ne soutient ni les terroristes ni les attentats. C'est logique. Non, je suis d'accord avec vous. La différence avec les autres, c'est que nous avons quand même le mérite de la cohérence et d'avoir quand même alerté pendant des années, voire même des décennies, sous les colibets, pour ne pas dire les insultes. Parce qu'aujourd'hui, la droite découvre ce qu'elle n'a pas fait hier, de fait, que ce soit dans les effectifs de l'armée, dans le changement de la politique pénale ou dans les frontières. La gauche fait un virage à 180 degrés que je ne pense pas de conviction, mais sous la pression des Français. Maintenant, j'attends les actes. Vous savez au-delà quand même des ce mots. qu'a décidé François Hollande, les annonces qu'il a faites au Congrès? Ça ne m'a pas échappé et vous avez raison de le relever. Vous l'avez dit. C'est vrai, il y a eu quelques inflexions positives. J'ai quand même précisé qu'elles étaient insuffisantes parce que élargir les modalités d'échéance de la nationalité ou augmenter les effectifs de police, c'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Marion Maréchal Le Pen, la France va rendre hommage demain aux victimes des attentats. François Hollande, le président de la République, appelle les Français à pavoiser, à mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge devant leurs appartements, leurs maisons. Vous approuvez cet appel? Le patriotisme est-il en train de remplacer le nationalisme? Non mais moi je suis de toute façon pour tous les Vous approuvez ça? signaux, l'engouement pour le patriotisme, la mise en avant de ce qui nous unit, à savoir nos symboles, nos drapeaux, nos marseillaises. Je trouve que c'est extrêmement bénéfique par les temps qui courent. La seule chose, c'est que je ne veux pas que ça s'en tienne à cela. Et c'est vrai que nos hommes politiques et nos femmes politiques ont un peu tendance à se contenter de défiler dans la rue, de mettre des fleurs, c'est un marquage de nécessaire, balancer non? des slogans, mais j'en conviens et c'est très bien et j'en suis heureuse que la gauche d'un coup se découvre de nouveaux patriotes sans immédiatement crier au nationalisme comme il a pu d'ailleurs le développer face à Marine Le Pen au Parlement européen, quand on se souvient de cette séquence. Mais ça n'est pas suffisant, une fois de plus. Maintenant, j'attends des actes beaucoup plus forts et comme je vous le disais, il y a des carences à la fois sur la question migratoire et sur la question de la lutte contre l'islamisme. Alors justement, hier, vous avez interpellé Madame Christiane Taubira, la garde des Sceaux, à l'Assemblée nationale pour souligner ce que vous avez désigné comme parcours de délinquants de certains des terroristes. Est-ce que d'abord, première question, est-ce que c'est le moment de polémiquer alors qu'on est à l'avant-veille, donc c'était hier, de l'hommage national? Ça ne peut pas attendre 3 jours, 4 jours? Je polémique pas du tout. Je vais sur un sujet qui est fondamental et qui a été très peu abordé dans la vie, sur le débat depuis les attentats, à savoir qu'il y a un lien aujourd'hui entre développement du terrorisme, grand et petit banditisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons derrière ces profils qui se radicalisent. Ça a été dit partout. Et qui passent à l'acte. Oui, d'accord, mais en leur l'occurrence, pédigré a été étalé partout. mais il n'y a eu absolument aucune inflexion de la politique pénale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons non seulement une idéologie de l'excuse et du laxisme, mais de surcroît des défaillances et des carences extraordinaires dans le fonctionnement de la politique pénale. Or, je n'ai pas vu de la part de Madame Taubira ni la volonté de revenir sur les réformes prévues, à savoir la suppression des tribunaux correctionnels sur mineurs, ni la volonté de revenir sur la contrainte pénale qu'elle a mis en place, ni la volonté de sortir, si vous voulez, de ce système qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains déferrements qui n'ont pas lieu, que des peines ne sont pas appliquées, qu'il y a des réductions automatiques de peines, que les libérations conditionnelles sont accordées de façon extrêmement large, que les contrôles judiciaires ne sont pas assurés de façon effective, enfin des sujets incroyablement graves dont personne n'a parlé. Attendez, Marion Maréchal Le Pen, les gens qui notamment sont fichés S, dont certains n'étaient pas du tout connus des services de police, donc chaque petite délinquance n'est pas non plus synonyme de fiche S et de terroriste potentiel. Non, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais quand vous regardez quand même, depuis sur l'ensemble des attentats que nous avons eu en 2015, si je le rappelle, et même sur les dernières années, les profits des terroristes, ce sont quand même en très 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 grande majorité des gens qui sont
soit fichés, soit connus des services de police, souvent des délinquants multirécidivistes, pour certains qui n'ont pas fait un seul jour de prison, ou alors auraient dû être sur les verrous au moment de leurs actes, mais ne l'ont pas été à cause des réductions de peine ou à cause des libérations conditionnelles. Ça pose quand même une question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui la politique pénale est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisamment dissuasive, punitive? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas sortir de l'idée que la prison n'est pas la solution, mais qu'au contraire, elle redevienne un outil incontournable d'une politique pénale efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on préfère ne pas construire de prison et favoriser les peines hors les murs, plutôt que d'adapter aujourd'hui les locaux de prison au nombre de délinquants. Guy Birnbaum. Mais alors précisément, vous demandiez des actes. Quels actes? Le Front National prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi comment vous luttez contre le terrorisme. Alors, sur la question du terrorisme, plusieurs choses. Déjà, un sujet essentiel sur lequel le président de la République a reculé, le contrôle aux frontières, qui a été annoncé dans un premier temps, qui n'a jamais été effectif de fait, et qui maintenant est oublié au profit de nouveau des frontières européennes, dont on sait qu'elles sont inefficaces, pour la simple et bonne raison que nous avons évidemment un manque de moyens et d'hommes, mais que de surcroît, les pays frontaliers n'ont pas la même politique migratoire. J'en veux pour exemple la Grèce, par exemple, qui a un gouvernement d'extrême gauche à sa tête et qui, eux, pour des raisons idéologiques, sont pour l'ouverture grande des frontières et le refus des contrôles. Parce qu'avant de vouloir expulser, interdire de territoire, déchoir et par la suite renvoyer dans son pays d'origine, encore faut-il avoir les capacités de contrôler qui rentre et se maintient sur le territoire. Donc ça, sujet fondamental. Ensuite, la question migratoire qui n'a pas été abordée. Que fait-on aujourd'hui de cette folle politique des réfugiés, qui n'en sont pas d'ailleurs pour une grande partie, c'est-à-dire de ce droit d'asile dévoyé, qui est utilisé aujourd'hui comme une filière d'immigration clandestine bis et dans laquelle nous avons pu constater qu'il y a le risque de voir des terroristes affluer. Donc vous voulez qu'on arrête complètement d'accueillir des demandeurs d'asile? C'est pas arrêter d'accueillir, c'est modifier radicalement la façon dont se passent les demandes du droit d'asile et notamment faire en sorte que ces demandes ne soient plus faites en France après une entrée clandestine la plupart du temps d'ailleurs, mais qu'ils soient faits dans les ambassades du pays d'origine, traités dans le pays d'origine et au cas où ils sont déboutés, qu'ils ne puissent pas venir en France et s'y maintenir illégalement. En Syrie, ça va être compliqué quand même de le faire, y compris dans les ambassades. En Irak, ça va être compliqué. En Érythrée, ça va être compliqué. Vous pouvez faire des partenariats. En Érythrée, nous avons une ambassade, mais vous pouvez faire des partenariats avec les pays transfrontaliers et d'ailleurs mettre beaucoup plus de moyens sur les camps des réfugiés qui sont actuellement dans ces pays limitrophes et qui ne sont pas assez soutenus. Jean-François. Pour rebondir sur ce que dit Guy Birnbaum à l'instant, comment est-ce que vous faites pour déradicaliser ces milliers de jeunes gens qui soit sont partis et reviennent, soit sont sur le point de partir? Comment est-ce qu'on déradicalise? Pardon pour le néologisme. Hein. Oui, non, mais vous avez raison, c'est un sujet fondamental. Concrètement. Déjà, il y a en amont et en aval. En aval, il faut quand même dire une chose, on reproche beaucoup à la prison de favoriser la radicalisation pour une raison simple, c'est que déjà, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, les personnes radicalisées ne sont pas isolées. De fait, nous avons des trafics de téléphones portables qui gangrènent l'ensemble des prisons et qui permettent un accès à un Internet permanent et totalement illégal, qui évidemment entretiennent la radicalisation d'une part. Donc ce qu'il faut, c'est déjà cantonner et éviter le prosélytisme à tout prix. Ensuite, il y a en aval. Il ne faut pas rêver. Les cas, si vous voulez, d'auto-radicalisation devant Internet sont extrêmement rares. La plupart du temps, il y a aussi une fréquentation de mosquées. On regroupe ces personnes. Et c'est pas ce que disent les spécialistes. Au contraire, la radicalisation, justement, elle se fait très rapidement devant Internet sans passer par la case exclusivement. mosquée. C'est-à-dire que quand vous regardez les rapports, notamment ceux de Malek Bouti, on se rend compte qu'il y a un environnement. Il y a de toute façon quasiment toujours la fréquentation d'une mosquée. C'est extrêmement rare le seul fait Internet. Et deux, un environnement social, souvent à travers des associations d'ailleurs, qu'elles soient sociales, culturelles, sportives, qui sont souvent des associations satellites proches de l'islam radical et qui participent, si vous voulez, d'un environnement qui est extrêmement délétère. Donc déjà, il faut identifier cet environnement. Quelles sont aujourd'hui les mosquées salafistes, qu'elles soient légales ou dans les caves, comme on dit? Quelles sont ces associations qui sont d'ailleurs en partie, il faut le dire, trop souvent subventionnées par les pouvoirs publics? Quels sont aujourd'hui les financements étrangers? Mais ce travail est fait par les services. La police est sur les imams salafistes. Ça existe tout ça déjà? Non, c'est en cours. Depuis 3 jours, on en parle. C'est tout ce qu'on fait. Depuis 3 jours, on en parle. Ça fait pas 3 jours qu'on parle de ça. Depuis 2 semaines, depuis les attentats. Excusez-moi. Donc, ni 2 semaines. Enfin. Depuis 2 semaines, on en parle. Mais la vérité dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mosquées salafistes fermées. Bah si, il y en a eu entre 40 et 50. Non, mais il y en a eu une infime minorité. Pour l'instant, on en est uniquement à la détection, à des mots. Mais depuis des années dont on sait que ces mosquées pullulent. Moi, je vous donne un exemple. À Carpentras, il y a une mosquée qui a reçu un permis de construire qui va ouvrir avec une école coranique à côté. Avant même d'ouvrir, elle est déjà classée salafiste. Pour l'instant,
je n'ai pas eu d'indication du préfet que l'ouverture de cette mosquée allait être retardée. Je vous donne un exemple concret. Vous n'avez pas répondu à la question précisément. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'on en fait? On les regroupe dans des centres? Les centres de déradicalisation, vous êtes d'accord? Non, mais moi je ne suis pas contre utiliser un camp d'accompagnement évidemment d'ordre psychologique à côté, mais déjà il faut aussi les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne puissent pas remettre en cause la sécurité des Français, c'est-à-dire déjà pour ceux qui sont multirécidivistes, qu'ils effectuent leur peine de prison jusqu'au bout, parce que la prison c'est aussi préventif en ce sens que ça empêche ces délinquants d'être sur le territoire français et de risquer d'y commettre des actes. Deuxièmement, de remettre en cause aujourd'hui le maintien d'un certain nombre d'étrangers radicalisés sur le territoire français. Deux, de se poser la question de la déchéance de nationalité, qui est aujourd'hui très peu utilisée à l'égard des Français qui sont aujourd'hui identifiés comme radicalisés. Marion Maréchal Le Pen, il y a un sujet aujourd'hui sur lequel les élus du Front National rejoignent de nombreux élus des Républicains. Vous êtes quasiment main dans la main là-dessus. C'est l'AMF, l'Association des maires de France, qui, dans son guide de bonne conduite à destination des maires, préconise de ne pas installer de crèches dans les mairies au nom de la laïcité. Question, est-ce que vous approuvez cette préconisation, voire même ce principe, alors qu'on parle aujourd'hui justement de montée des communautarismes? Est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Oui, la différence quand même entre les Républicains et nos maires, c'est que nos maires, par cohérence, ont quitté l'AMF d'une part, et d'autre part qu'ils mettent systématiquement des crèches dans leur mairie, ce qui n'est pas le cas des Républicains. Moi, je trouve que cette recommandation est une provocation. Je le dis franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la laïcité, qui est la neutralité des pouvoirs publics à l'égard de religion, la séparation de l'Église à l'État, le refus du financement du culte, n'est pas pour autant la disparition de l'ensemble de nos traditions populaires qui peuvent avoir une connotation religieuse, les temps n'ont en pas changé particulier aujourd'hui. catholique. On voit ce qui s'est passé le 13 novembre, parce que le monde n'a pas changé. Non, je vais vous dire on doit pourquoi. rester figé dans certaines traditions. Je vais vous dire pourquoi. Oui, mais elles sont encore vivantes, ces traditions, et les Français, ils sont très attachés. Preuve en est, d'ailleurs, ils sont montés au créneau lorsqu'il y avait eu une première polémique sur ce sujet, parce qu'ils y sont attachés pour des raisons de principe. Or, je crois qu'il est très important, pour réussir à se défendre face à la montée de l'islamisme, d'avoir conscience d'où nous venons et de ce que nous sommes, de l'héritage qui est le nôtre et de la volonté de le défendre. Or, aujourd'hui, notre peuple, malheureusement, a été désarmé psychologiquement et moralement parce qu'on leur a expliqué, un, qu'ils n'avaient pas d'identité, et deux, que quand ils avaient une, cette identité était honteuse. Et je crois que ça a participé aujourd'hui au recul de la République et des Français face au communautarisme. Toute la dernière campagne présidentielle s'est faite autour du thème de l'identité. Il y avait des centaines de réunions faites par l'UMP sur l'identité nationale. Qui a désarmé les Français? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, une fois de plus dans les mots, parce que quand vous regardez dans les actes, lorsque les Républicains, enfin les ex-UMP étaient aux affaires, ils ont totalement adhéré au modèle multiculturel à l'anglo-saxonne. Vous lisez des livres comme celui, par exemple, d'Alain Juppé aujourd'hui. Ce sont des gens qui défendent le multiculturalisme, qui défendent le droit à la différence, qui défendent le principe de l'intégration. Ça veut dire qu'il suffit de respecter la loi française pour être français, ce que je ne rejoins pas, car je crois qu'être français, c'est aussi respecter des mœurs et un mode de vie, c'est l'assimilation. Et c'est vrai que dans les faits, la droite comme la gauche, je crois, par cette adhésion, en réalité, à enfermer un certain nombre de population française dans le ressentiment à l'égard de la France et dans l'excuse permanente, ce qui a créé aujourd'hui des quartiers tels que nous connaissons, qui sont sortis de la République et qui, malheureusement, pour une partie des Français qui y vivent, sont hostiles à notre pays. Marion Maréchal Le Pen, il nous reste 8 secondes. Il faudra bien lever l'état d'urgence à un moment et vous n'entendrez pas, il n'y a plus de risque terroriste du tout. Donc à quel moment on lève ou est-ce qu'il faut le conserver quasiment ad vitam aeternam? Ah non, moi je ne suis pas en mesure de vous répondre, ça va dépendre. Ce qui est sûr, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir le prolonger vraisemblablement de plusieurs mois encore après l'écoulement des 3 mois que nous avons votés. Merci beaucoup.